Bonjour à tous, donc dans ces deux nous allons voir quelle technologie / langage à utiliser pour le développement web en 2020. Nous allons aussi voir éventuellement comment devenir un développeur web en 2020, donc je vais vous citer ici les différentes technologies à utiliser. C'est parti. Alors, en ce qui concerne le plan de notre article ou de notre vidéo, nous allons faire exactement comme nous avons fait pour l'année dernière. Donc on va d'abord parler des outils que tout le monde utilise. On va parler ensuite de la base de toutes les branches. On parlera ensuite du front-end, puis du back-end, et enfin on parlera du développement mobile et desktop. C'est parti. Alors à noter que la vidéo va être éventuellement un peu longue, peut-être 20-30 minutes, je suis pas exactement sûr. Si vous êtes nouveau, vous pouvez directement regarder toute la vidéo, si vous le désirez. Autrement, je vous conseille d'aller directement à la branche qui vous intéresse. Voilà, je vais essayer de mettre les timestamps dans la description, et du coup, vous pourrez les utiliser pour voir ce que vous voulez, tout simplement. Alors, comme dit, nous allons commencer avec les outils que n'importe quel développeur doit connaître. Donc ici, on va parler tout d'abord de ce qu'on appelle l'OS, donc l'operating system. Donc cela semble évident, mais vous aurez besoin d'un endroit où écrire votre code. D'accord? Donc Linux, Windows ou macOS. Personnellement, j'utilise Linux car je trouve que le développement est bien plus fluide que sur Windows. Pour ceux qui utilisent Mac, c'est aussi un bon choix. En général, si vous utilisez Windows, on va dire que c'est bien d'avoir une machine virtuelle avec Linux par-dessus pour coder. Voilà, en général, Windows, ça peut poser des problèmes, bien qu'avec Windows 10, ça s'est bien amélioré. Donc à noter ici que ce qui est en orange, c'est mon choix à moi. D'accord? Maintenant, on va passer à l'éditeur de texte / IDE. Alors, vous aurez besoin encore une fois d'un endroit où écrire votre code. Donc Visual Studio Code est devenu très populaire sur tous les langages. Donc, cependant, si vous utilisez un langage qui a besoin d'être compilé, comme par exemple le Java, alors c'est peut-être mieux d'utiliser un IDE. Cependant, il faut que vous sachiez qu'il est possible d'écrire du Java et de le compiler dans VS Code. D'accord? Encore une fois, mon choix à moi, c'est VS Code. Et donc ici, quelques alternatives, donc Visual Studio en IDE, Eclipse IDE, WebStorm qui est aussi un IDE, et Atom qui est un éditeur de texte qui est développé et maintenu par Microsoft / GitHub, il me semble. Voilà, ça peut être un bon choix aussi. Ensuite, le navigateur. Alors, si vous travaillez dans la branche qui concerne le web, vous aurez besoin d'utiliser un navigateur pour visualiser vos changements à un moment ou à un autre. Donc, Chrome avait une longueur d'avance pendant un bon moment, mais il semble que Firefox semble avoir rattrapé leur retard au fil du temps. Donc personnellement, mon choix, ça sera Firefox, l'édition développeur, qui est vraiment très sympathique et qui est très bien faite et que j'utilise depuis un petit moment. Évidemment, une alternative qui est aussi gratuite, c'est Google Chrome. Ensuite, le terminal. Alors, tout comme pour le navigateur, si vous travaillez dans la branche du web, vous aurez besoin d'un terminal, que ce soit pour le front-end ou le back-end. Donc le terminal que vous utilisez n'a pas beaucoup d'importance, car vous pouvez utiliser un bash, peu importe le système que vous utilisez. Personnellement, moi j'utilise ZSH, donc c'est le terminal de base qui est disponible sur Manjaro, avec ZSH et OhmyZSH. C'est un peu compliqué à dire. Donc vous avez peut-être dû le voir dans quelques vidéos, donc personnellement je trouve que c'est beaucoup plus performant. Il y a beaucoup de raccourcis qui sont utilisables, entre autres avec Git, GitHub, etc., etc. Évidemment, vous avez quelques alternatives ici, donc Bash, donc qui vient de Git, qui est disponible sur tous les OS, et vous avez aussi PowerShell, Iterm et Hyper, qui sont des programmes que vous pouvez directement installer. Enfin, le dernier outil qui est, on va dire, qui est utilisé par tout le monde, c'est le VCS, donc le Version Control System, donc qui vient directement de Git et GitHub. Donc ça c'est le plus populaire, évidemment, vous avez d'autres solutions. Donc c'est une source sûre pour votre code quoi qu'il arrive, donc pour le sauvegarder. Donc depuis le rachat de Microsoft, il faut savoir que vous avez même la possibilité de créer des repos privés pour vos projets. Donc si vous voulez pas que le public y ait accès, vous pouvez toujours aller en privé si vous le désirez. Et donc ici, vous avez quelques alternatives, comme par exemple GitLab, alors que je n'ai pas mis ici, mais vous avez aussi Bitbucket, et la possibilité d'héberger votre code source localement aussi si vous le désirez, avec un serveur, etc., etc. Donc il faut savoir qu'il existe d'autres outils, mais je trouve qu'ils sont spécifiques à ce que vous allez utiliser. D'accord? Par exemple, si vous utilisez VS Code,
vous allez forcément utiliser des extensions. Si vous travaillez dans le domaine du front-end, vous allez forcément devoir apprendre Emmet, etc., etc. La liste est longue, mais comme dit, cela reste très spécifique à ce que vous choisissez. D'accord? Si vous allez par exemple sur Node, vous allez apprendre un package manager comme NPM ou Yarn, etc., etc. Donc au fur et à mesure que vous apprenez en fait les différentes technologies, vous allez voir que ces petits outils vont apparaître de nulle part, comme par exemple Yarn, NPM, Webpack, etc., etc. Vous verrez, ça viendra tout seul. Maintenant, on va passer à la base donc pour toutes les branches. Donc si vous avez débuté dans le domaine du web, vous avez forcément commencé par apprendre le HTML et le CSS. Je pense que tout le monde dans ce domaine connaît au moins la base de ces deux langages et aussi comment héberger une application simplement. C'est pour cela que j'appelle ça la base, d'accord. A noter que je ne parle pas du JavaScript ici, car il est tout à fait possible que vous passiez directement du HTML CSS à une autre branche ou à un autre langage. Personnellement, je suis passé du HTML CSS à Ruby sans apprendre le JavaScript, même si j'y suis revenu un peu plus tard. Donc ici on a le HTML5, donc c'est le langage qui permet d'ajouter du contenu sur vos applications. Donc on a ici les balises sémantiques, les attributs, les balises populaires, le squelette de base du HTML, doctype, les balises div, span, les balises méta, etc., etc. Vous avez vraiment tout ça. Vous avez ensuite le CSS3, donc c'est le langage qui permet d'ajouter du style à vos applications. Donc ici vous avez les fondamentaux, vous avez tout ce qui est couleur, arrière-plan, police d'écriture, etc., etc. Vous avez aussi des sujets plus compliqués comme par exemple la boîte CSS, Flexbox, le système de grille, les transitions, les animations, les keyframes, etc., etc. Enfin, vous avez le déploiement, comme j'appelle simple, parce que vous avez un autre type de déploiement qui est un petit peu plus compliqué. Donc ici, c'est simplement le déploiement d'applications ou de sites web statiques, d'accord? Donc il n'y a pas besoin de connecter une base de données. Il n'y a pas besoin de mettre de sécurité ou quoi que ce soit, c'est juste un site statique sans données, sans rien du tout. Donc ici, vous allez devoir savoir comment acheter un nom de domaine, donc avec Namecheap, OVH, etc., etc. Un espace d'hébergement, donc HostGator, OVH. Un espace d'hébergement statique, d'accord, donc par exemple Netlify ou les pages de GitHub. Et aussi, alors je ne l'ai pas écrit ici du coup, mais c'est comment transférer vos fichiers avec tout ce qui est FTP, SFTP, SSH, ou alors via un CLI pour GitHub, par exemple. D'accord? Maintenant, honnêtement, apprendre les bases ne prend pas beaucoup de temps et ça pourra toujours vous aider, quoi qu'il arrive, peu importe votre branche. Maintenant, on va passer directement dans le vif du sujet et on va voir les différentes technologies et langages pour le front-end. Alors, maintenant que vous avez les bases et que vous avez décidé de vous spécialiser dans le front-end, il est nécessaire de revenir sur le CSS et aussi apprendre le JavaScript. Alors, pour le CSS3, on va voir tout ce qui est comment créer des composants réutilisables avec le Sass. D'accord? Donc c'est en fait un préprocesseur qui permet de rendre le CSS plus efficace. Donc avec ça, on va apprendre comment créer une architecture de projet correctement avec le Sass. Nous allons voir aussi les variables, le nesting, les fonctions, les conditions, etc., etc. Tout ce qui vient avec le Sass. Après ça, une fois que vous avez appris à créer vos propres composants, vous pouvez directement vous attaquer au framework, d'accord? Donc ça permet de rendre le développement d'une application plus simple et plus rapide. À noter que cela devient de moins en moins populaire et que la plupart des gens préfèrent créer leurs propres composants, donc avec le Sass, comme on a vu juste avant. Donc vous avez Bootstrap 4, Tailwind, Bulma, Materialize, vous en avez plein, d'accord? Personnellement, je les ai tous essayés et je préfère pas de loin, mais on va dire que Bootstrap 4 et Tailwind, ce sont mes préférés. Voilà. Donc vous l'aurez compris, pour le front-end, il suffit simplement d'approfondir vos connaissances dans les trois langages du web. Donc le HTML, le CSS et le JavaScript. Donc le HTML est plus ou moins, on va dire, simple, d'accord? Une fois que vous l'avez appris, bah, ça va venir tout seul. Vous avez évidemment d'autres langages qui vont utiliser le HTML, comme par exemple le HAML, vous avez le JS, vous avez plein de choses comme ça qu'il va falloir que vous appreniez, comment écrire du JavaScript dans le HTML, etc. etc. Ça viendra avec le temps. Et donc maintenant, vous avez le JavaScript, qu'on appelle Vanilla, d'accord? Donc c'est en fait le langage du navigateur. Si vous comptez travailler dans le domaine du front-end, le JavaScript
est obligatoire pour rendre vos pages dynamiques. Donc vous allez devoir apprendre les fondamentaux, donc tout ce qui est variable, type de données, fonction, boucle, conditions, modules, etc., etc. Et bien sûr, vous avez aussi le DOM et le JSON, donc comment manipuler le DOM et comment utiliser le JSON, le JSON. Voilà, pardon pour ceux qui pensent que ça se dit pas JSON, hein, d'accord. Donc JSON, peu importe comment vous voulez le prononcer. Vous avez ensuite l'Ajax, donc tout ce qui est Fetch API, j'ai failli le dire en anglais, Fetch API, donc pour utiliser les différentes API du côté serveur aussi. Et vous avez aussi le JavaScript moderne, d'accord, donc tout ce qui est ES6, 7, 8 et 9 bientôt. Donc ici, tout ce qui est classe, module, décorateur, programmation orientée objet, etc., etc. À partir de là, vous êtes déjà prêt à chercher du travail si vous le désirez, ou bien alors partir en freelance, c'est comme vous voulez. Cependant, on va dire que le domaine du front-end ne s'arrête pas là. Vous avez aussi donc les frameworks JavaScript et ce qu'on appelle le gestionnaire d'état. Donc si vous voulez continuer à approfondir vos connaissances dans ce domaine, je vous conseille d'apprendre un framework pour le JavaScript. Alors, c'est très simple. À ce jour, il n'existe que 3 frameworks vraiment populaires, hein. Donc, il faut savoir que les 3 frameworks possèdent leur propre écosystème et aussi leur communauté. Donc personnellement, moi j'ai choisi Vue, parce que c'est en fait le framework, enfin le deuxième framework le plus populaire, juste après React. Il s'agit en fait du plus simple des 3 à apprendre, grâce en partie avec la documentation qui est vraiment très très bien construite. Donc je vous conseille d'aller voir, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Évidemment, vous avez une alternative, donc React ou Angular, à savoir que Angular c'est plus utilisé au niveau des entreprises, hein. C'est pas vraiment populaire au niveau des applications personnelles, on va dire. Après avoir choisi un framework, il va falloir s'intéresser à ce qu'on appelle le state management, donc le gestionnaire d'état. Donc c'est en fait un principe qui est utilisé donc pour les applications qui deviennent, on va dire, trop grosses et où gérer les états devient trop compliqué à l'intérieur du framework. On va donc utiliser un autre module ou une autre application pour gérer directement ces états et ensuite connecter donc le framework avec ce gestionnaire. Donc pour Vue, vous avez Vuex, d'accord ? C'est le seul gestionnaire de Vue que je connais. Il y en a peut-être d'autres. N'hésitez pas à me le dire, évidemment. Et vous avez ensuite les alternatives. Donc pour React, pardon, vous avez Redux et React Hooks, donc avec le Context API, etc., etc. Et pour Angular, vous avez NGRX et Service. Encore une fois, c'est au choix. Donc à savoir qu'ici, on ne va pas expliquer comment fonctionne chaque technologie. On va juste citer ce que vous pouvez utiliser pour votre apprentissage. D'accord ? Et je donne aussi mon avis éventuellement en mettant aussi en coloriant ce que moi j'utilise. Voilà, donc si vous désirez utiliser Vue ou React, il sera aussi important de jeter un coup d'œil à ce qu'on appelle des applications qui sont interprétées directement du côté serveur. Donc on appelle Next et Nuxt, donc Next pour React et Nuxt pour Vue. Aux dernières nouvelles, je ne crois pas qu'il y ait la possibilité d'interpréter le code du côté serveur avec Angular. Je ne suis pas sûr. J'ai cherché, mais j'ai pas cherché longtemps, et il faut dire, parce que je suis pas trop fan d'Angular. N'hésitez pas à me le dire hein, si ça existe, me donner un nom éventuellement, et je le noterai. Je l'épinglerai directement sur la vidéo. Donc en gros, ce qui va se passer ici, c'est que le code, comme dit, va être interprété du côté serveur au lieu du côté client. Et il possède aussi plusieurs fonctionnalités qui sont cool, comme par exemple un SEO qui est présent par défaut et qui est vraiment bien fait. Vous avez aussi un système de fichiers qui est très performant, et plein d'autres fonctionnalités. Donc encore une fois, si vous vous intéressez à Vue, n'hésitez pas à vous intéresser aussi à Vuex et Nuxt. Voilà, c'est ce que moi, je conseille. Enfin, une fois que vous avez appris tout ça, il ne reste plus qu'à apprendre le TypeScript. Donc c'est un peu le langage qui fait peur à tout le monde, d'accord? C'est ce qu'on appelle un superset du JavaScript. Donc il n'est pas là pour rendre le JavaScript plus difficile, mais pour vous permettre de faire moins d'erreurs en production. D'accord? Donc ça va en fait vérifier votre code donc avec ce qu'on appelle le typage statique, d'accord? Donc tout ce qui est string, number, booléen, etc., etc. Il faut savoir évidemment que puisque c'est un superset du JavaScript, le code va être directement compilé en JavaScript, d'accord?
Vous aurez aussi accès à ce qu'on appelle la programmation orientée objet, donc avec les modules, les décorateurs, les classes, etc. etc. Donc tout ça, c'est déjà plus ou moins présent dans le S6, mais c'est beaucoup plus simple à utiliser avec le TypeScript, une fois que vous aurez compris comment ça fonctionne évidemment. Donc si vous venez d'un langage comme par exemple le Java ou le C++, eh bien vous allez voir que apprendre le TypeScript, ça va bien vous aider. Et bien sûr, VS Code plus TypeScript, c'est cool, parce que TypeScript est maintenu par Microsoft, qui maintient aussi VS Code. Donc vous avez des fonctionnalités dans VS Code pour TypeScript, tout ce qui est IntelliSense, linting, etc. etc. C'est vraiment cool. Et bien sûr, encore une fois, le code JavaScript qui sort va être clean, puisque c'est pas vous qui l'écrit, c'est le code qui est compilé depuis le TypeScript. Donc c'est pas vous qui gérez le JavaScript, c'est le TypeScript. Et donc du coup, ça va être un code qui va être beaucoup plus clean pour votre navigateur ou votre application. À partir de là, vous êtes plus ou moins une perle dans le domaine du front-end. Vous pourrez facilement trouver du travail dans le domaine du front-end, justement. Et à partir de là, vous pouvez choisir de devenir un développeur web full stack, d'accord, donc il va connaître le front-end et le back-end, ou bien de continuer à approfondir vos différentes connaissances dans les technologies, langages que nous avons vus ici. D'accord? Donc là, on va passer directement au back-end. Donc, une fois que vous avez appris les bases et que vous en avez peut-être marre de travailler sur le navigateur, on va voir ici le back-end. Alors, la première chose à faire lorsque vous arrivez du côté serveur, c'est de choisir un langage ou une technologie pour communiquer avec le serveur en question. Donc il existe plusieurs langages côté serveur. Donc il faut savoir que sans apprendre un de ces langages ou une de ces technologies, il sera juste impossible de communiquer avec le côté serveur. Donc encore une fois, ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc vous avez plusieurs technologies et plusieurs langages. Vous avez Node.js, Golang et plusieurs autres alternatives comme par exemple Python, PHP, Java, Ruby, etc. etc. Donc pour Node.js, il s'agit d'un framework JavaScript qui est souvent conseillé car cela vous permet de ne pas avoir à apprendre un langage différent de celui que vous utilisez dans le navigateur. Parce que oui, Node.js est fait avec le JavaScript. En ce qui concerne Golang, c'est ce que moi j'utilise, et vu le rapide gain en popularité, il est tout à fait possible que le Golang, qui est d'ailleurs maintenu par Google, devienne le langage le plus populaire de 2020. Ou en tout cas un des langages les plus populaires. Évidemment, vous avez toujours les classiques, Python, PHP, Java et Ruby. Je ne sais pas si Ruby est toujours aussi populaire, mais encore une fois, c'est ce que moi j'utilisais au début, donc on laissera Ruby ici, quoi qu'il arrive. Après avoir choisi et maîtrisé, on va dire, entre guillemets, un de ces langages, il est conseillé de directement chercher un framework qui est associé à votre langage. Pour ce qui est de Node.js, on va utiliser donc Express, d'accord. Il existe beaucoup de frameworks différents pour Node.js. On va dire que je pense que le plus populaire, c'est Express, quoi qu'il arrive. Pour Golang, vous avez Revel, d'accord, qui est pour les applications web. Je pense que c'est le seul framework pour Golang, ou en tout cas pour le moment, parce que c'est ce que moi j'utilise. J'ai pas vraiment regardé s'il y avait autre chose qui existait. N'hésitez pas à me le dire encore une fois dans les commentaires. Et donc des alternatives, vous avez Django, ou Flask pour Python, vous avez Laravel pour le PHP, Spring MVC pour Java, et bien sûr Ruby on Rails pour Ruby. Et bien sûr vous avez, on va dire que chaque langage possède son propre framework. Si vous choisissez autre chose comme par exemple le C#, le C++, etc., etc., vous avez un framework qui va avec, quoi qu'il arrive. Ok, donc on va dire que si vous êtes un débutant, le choix le plus logique c'est Node.js, parce qu'on va rester dans la ligne du JavaScript et on ne va pas passer sur un autre langage. Après le choix du langage, ou de la technologie, et du framework, il va falloir choisir une base de données. Alors, il y a quelques années, le choix était beaucoup moins compliqué que de nos jours. Donc il va falloir choisir parmi 4 types de bases de données. Donc vous avez le SQL, d'accord, le NoSQL, le cloud et le stockage local, on va dire, entre guillemets. Et donc ici, pour ceux qui ne savent pas, une base de données, c'est simplement un endroit où vous allez stocker vos différentes données. Voilà, ni plus ni moins. Donc pour SQL, c'est tout ce qui est base de données relationnelle, d'accord, donc qui existe depuis très très longtemps. Vous avez PostgreSQL, MySQL, MS SQL ou Oracle.
D'accord? On n'est pas ici pour expliquer la différence entre les quatre. D'accord? Cependant, il faut savoir que les bases de données SQL existent depuis plus longtemps que les autres et c'est peut-être plus simple de commencer par là. Par contre, d'un autre côté, MongoDB fonctionne vraiment très bien avec le JavaScript. Donc, si vous avez choisi la voie JavaScript Node.js, c'est peut-être plus simple d'essayer MongoDB ou Firebase. D'accord? Donc, SQL, NoSQL, ou alors le stockage sur le cloud avec Firebase ou ACDB ou AWS. D'accord? Donc, c'est Azure, hein, Azure Cloud DB. Et vous avez donc le système local pour les petits projets où vous pouvez utiliser par exemple SQLite, Nmap ou Redis par exemple. Vous avez d'autres choix évidemment. Bien sûr, avant de se quitter sur les bases de données, nous ne pouvons pas parler des bases de données sans parler de GraphQL. Alors, qui va peut-être ou probablement s'installer de façon permanente. Donc, ça va permettre de faire des requêtes directement auprès de l'API. C'est un peu compliqué comme sujet. C'est déjà assez avancé, mais en gros, il faut dire que ça fonctionne plus ou moins comme le JSON. Donc une fois que vous avez appris une base de données, un langage et un framework, n'hésitez pas à vous intéresser au GraphQL. Personnellement, j'ai commencé il n'y a pas longtemps et je trouve ça vraiment cool. Maintenant que nous avons fait le point sur tous les langages, il est l'heure de parler des CMS, donc Content Management System. Donc les CMS existent depuis longtemps et ils sont là pour faciliter l'ajout de contenu pour les débutants. On va dire que c'est une bonne technologie pour créer votre propre site ou bien donner la possibilité à un de vos clients d'ajouter ses propres articles, ses propres vidéos, ses propres images, etc., etc. Donc il existe deux sortes de CMS. Donc vous avez les CMS qui sont dits traditionnels, qui existent depuis plus longtemps. D'accord? Ça va permettre de créer votre application de A à Z et tout va passer par le CMS. D'accord? Donc vous avez par exemple WordPress, Drupal, Joomla, Magento, etc., etc. Et vous avez un autre type, d'accord, qui est dit headless, donc qui, en fait, ça va permettre simplement de gérer le contenu. Ça veut dire que tout ce qui est autre chose que le contenu, d'accord, le côté back-end par exemple, eh bien ça sera géré avec une autre technologie, comme par exemple Vue, Vuex, etc., etc. Et vous pouvez ensuite utiliser un CMS donc headless, ou alors contenu uniquement, tout ce qui est prep, contentful, .cms, buttercms, c'est le top 4 hein, en ce moment, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Et bien entendu, les CMS, alors on va dire plutôt les CMS traditionnels, sont parfaits pour les débutants. D'accord? Personnellement, c'est avec ça que j'ai commencé. J'ai commencé avec WordPress et Joomla. D'accord? Donc j'ai fait mon premier gros site avec Joomla, puis ensuite je suis passé sur WordPress à plein temps. Et donc j'ai fait plein de sites hein, pour des clients et honnêtement, croyez-moi, un débutant ne verra pas la différence entre un CMS et un site qui est fait avec des technologies comme JavaScript et Node.js. Après évidemment, ça dépend de vos besoins à vous. Hein. Voilà. Une fois que votre application est créée, il ne reste plus qu'à la déployer. Donc on va passer à tous les sujets, donc c'est pour ça que j'ai appelé ça autre. Il faut savoir qu'il existe une grosse différence entre le déploiement d'un site statique, donc avec juste du HTML et du CSS, et une application possédant un back-end et une base de données. Donc c'est aussi une étape importante à connaître en tant que développeur back-end, parce que c'est vous qui allez gérer tout ce qui est, tout ce qui est base de données, etc., etc. Donc, par défaut, il va falloir apprendre à naviguer à l'aide des différentes commandes du terminal, mais aussi à apprendre à utiliser le SSH pour vous connecter à votre environnement. C'est pas très compliqué. Ici, j'ai UpCloud, d'accord, pour tout ce qui est cloud. Vous avez Heroku, d'accord, il y a une différence entre les deux. UpCloud, vous avez fait simplement un projet vide, en fait. Il n'y a absolument aucune configuration. C'est vous qui devez tout faire, d'accord. D'ailleurs, j'ai un petit code de promotion ici pour UpCloud, avec un petit partenariat si ça vous intéresse. Donc vous pouvez prendre mon code de promotion, ça vous donne directement 25 $ à la création de votre compte, d'accord, en sachant que vous avez besoin d'une carte de crédit pour vous inscrire, mais vous pouvez directement la supprimer dès que vous arrivez sur votre compte. N'ayez pas peur d'utiliser le code de promotion qui sera évidemment disponible dans la description. En ce qui concerne Heroku, donc vous avez quasiment aucune configuration ou presque. Tout ce que vous avez à faire, c'est pousser
votre projet sur Heroku et ça fonctionnera directement. Donc si vous avez fait les bonnes configurations évidemment. À savoir que Heroku possède beaucoup d'articles qui peuvent vous aider pour justement héberger votre application. En ce qui concerne UpCloud, j'ai quelques vidéos pour vous aider si vous le désirez. N'hésitez pas à chercher UpCloud sur ma chaîne. Et enfin, vous avez aussi AWS qui est peut-être plus populaire et aussi Now qui fonctionne un peu comme Heroku et qui est vraiment très sympathique à utiliser. Vous avez aussi le fait de connecter le service d'hébergement à la base de données, d'accord? Parce que des fois, vous allez avoir votre base de données sur le cloud, comme par exemple Firebase, et votre hébergement sur UpCloud, d'accord? Et vous allez devoir apprendre à configurer et à connecter les deux, que vous devez apprendre à faire. Vous avez un autre sujet qui est un peu optionnel, comme ce qu'on appelle la virtualisation, d'accord? Donc en gros, c'est votre application qui va être posée dans un container, d'accord? Et qui pourra ensuite être copiée et utilisée par plusieurs personnes. Donc vous pouvez utiliser Docker ou Vagrant, à savoir que Docker est plus populaire de nos jours. Il existe aussi d'autres sujets qui sont tout aussi importants, comme par exemple le testing, la visualisation de données, la sécurité de l'application, etc., etc. En général, c'est pas vraiment votre travail, mais si vous développez votre application tout seul, vous allez devoir vous y intéresser, quoi qu'il arrive. Et enfin, en dernier lieu, nous allons passer directement au développement mobile et de desktop, donc dit bureau. Donc il faut savoir qu'il y a quelques années, les langages qui étaient utilisés pour le développement mobile, c'était le Java ou le Swift, d'accord, il n'y avait pas vraiment le choix. Cependant, il est maintenant possible d'utiliser des technologies comme par exemple Flutter, d'accord, qui utilise un langage qui est le Dart. Vous avez React Native qui utilise React. Vous avez NativeScript qui utilise TypeScript et Vue, d'accord, ce que moi j'utilise personnellement, enfin ce que je pourrais utiliser éventuellement et que j'ai déjà utilisé et testé. Et si vous avez choisi la voie du JavaScript et du TypeScript, vous pouvez aussi utiliser Flutter parce que le Dart, on va dire que c'est un mélange entre le JavaScript et le Java, d'accord, plus ou moins. Et enfin, donc, il faut savoir que le développement mobile est une branche qui est vraiment très spécialisée dans le domaine du développement web. Donc, le développement d'applications bureau, d'accord, qui utilise par exemple Electron, qui est le plus populaire, donc avec des applications comme par exemple VS Code. Mais vous avez aussi d'autres langages, donc C#, qui est le langage, et après vous avez VB.NET, qui est le middleware, d'accord, pour connecter vos applications. Vous avez Objective-C Cocoa pour Mac, C++ Qt et Lazarus pour Linux, etc., etc. La liste est vraiment longue, hein. Vous pouvez plus ou moins le faire avec tous les langages quoi qu'il arrive. On va juste dire que le JavaScript et Electron, c'est le plus populaire, entre guillemets, d'accord? En conclusion, alors, si vous venez de débuter, ça fait, je sais, beaucoup d'informations, on a parlé quand même relativement vite. Bon, vous pouvez ralentir la vidéo si vous le désirez. Bon, après, si vous arrivez à la fin de la vidéo, vous pouvez pas y faire grand-chose. J'espère que vous avez pris le réflexe de ralentir la vidéo un petit peu. Ne perdez pas espoir quoi qu'il arrive. Commencez simplement par la route la plus simple en suivant tout ce qui concerne le JavaScript. Donc, HTML, CSS, JavaScript, Node, MongoDB, etc., etc. D'accord? Et après, évidemment, si vous désirez changer, eh bien, vous pourrez toujours revenir sur cette vidéo si vous le désirez. Enfin, je ne vais pas les noter ici, mais voici quelques technologies qui pourraient devenir éventuellement populaires pour l'année 2020. Alors, vous avez une architecture qu'on appelle serverless, donc sans serveur, qui permet simplement de faire des opérations du côté serveur sans serveur, justement, comme par exemple Netlify, d'accord, qui est très connu, ou encore AWS Lambda, qui est aussi très connu. Aussi d'autres sujets qui continuent à être autant populaires, vous avez le machine learning, avec le langage R ou le Python, d'accord. Vous avez le speech recognition, d'accord, tout ce qui est Google Speech to Text, Siri, Cortana, etc., etc. Donc ça devient de plus en plus populaire. Et vous avez aussi le WebAssembly, d'accord, que j'ai découvert il y a très très longtemps, qui permet à certains langages, comme par exemple le C++ ou Rust, qu'on avait vu, d'accord, de s'exécuter en fait directement dans le navigateur. Donc en fait, votre code sera beaucoup plus rapide. D'accord? Donc voilà, si vous voulez vous intéresser au WebAssembly, je vous conseille de vous intéresser aux langages comme le C++ ou Rust. Rust, personnellement, j'ai un petit... voilà, j'aime bien Rust, c'est vraiment sympa. C'est un peu compliqué comme langage, mais c'est vraiment sympathique.
Mais voilà, donc quelques petites technologies. N'hésitez pas à citer des technologies qui pourraient être utilisées dans le futur et que vous voyez devenir populaire éventuellement, que j'aurais peut-être loupé. Encore une fois, pas besoin de se presser, prenez simplement votre temps.